Bonsoir mesdames et messieurs, mon nom est Klaus Van et je suis le directeur international d'UFO Suède et le président des Archives for the Unexplained. J'étudie activement les ovnis depuis 1974. Les choses étaient assez différentes dans les années 70. Mes lunettes étaient plus grandes et j'avais beaucoup plus de cheveux, mais les attitudes envers les phénomènes des ovnis étaient pas mal identiques à celles d'aujourd'hui. Je reconnais toujours que la plupart des signalements sont des méprises sur des phénomènes naturels et que certains sont des vrais objets qui n'ont pas encore été identifiés. Comme le titre de l'article dit, je ne suis pas un nerd des secours volants, mais quelqu'un qui cherche une explication. Peu importe ce que peut être l'explication. Je passe la plupart de mon temps libre à documenter et rechercher ce monde qui est le nôtre. Il y a quelques années, UFO Sweden a interviewé 1600 personnes dans la région méridionale de la Suède, et plus de 20 investigateurs ont cogné aux portes et ont demandé aux gens s'ils avaient vu quelque chose dans le ciel qu'ils n'avaient pas été capables d'identifier. Le résultat fut qu'une personne sur 10 avait eu une expérience de l'inconnu. La plupart d'eux ne l'avaient jamais rapporté à personne. Pour être capable d'accomplir cela, UFO Sweden offre une formation annuelle d'investigation de terrain depuis 1976. Plus tôt cette année, j'ai eu l'opportunité d'enseigner à ces 45 nouveaux et anciens ufologues. Ils sont maintenant prêts à réaliser des investigations par eux-mêmes. Bon, passons maintenant à mon propos. Je vous parlerai de 3 sujets. Les fusées fantômes, plus de 1000 signalements en 1946 seulement. Je vous parlerai aussi de la recherche d'une autre fusée fantôme qui a plus récemment touché terre et coulé dans un lac en 1980. Et à propos de l'AFU, des Archives for the Unexplained, les archives les plus volumineuses au monde concernant les ovnis et les autres phénomènes étranges. L'AFU a débuté en 1973 et des chercheurs du monde entier y font maintenant appel. Ce sont les vrais X-Files. Commençons donc avec l'AFU qui, bien sûr, peut être trouvé sur Internet au www.afu.se. Ce petit vidéo montre un de nos principaux locaux, un des 12 locaux que nous possédons sur la même rue. Nous nous occupons des demandes par courriel, cataloguons les signalements d'OVNI, entretenons la boutique AFU, d'où nous vendons des livres et des magazines. Sur les murs, on trouve des œuvres d'art et des posters. Aujourd'hui, cela représente une tâche immense. Ces 12 locaux représentent 500 mètres carrés au total, 2200 mètres d'étagères de livres, 32 000 livres, 73 000 magazines, 650 000 articles de journaux, 42 000 signalements d'OVNI en Suède, au Royaume-Uni, au Danemark, en Russie et en Norvège, 60 mètres d'étagères sur l'histoire ufologique de la Suède, 10 mètres d'étagères sur l'histoire ufologique internationale, 4100 bobines et cassettes audio, 2700 enregistrements sur VHS, CD et DVD, 120 microfilms, 30 000 photographies et plus de 1000 objets, modèles, œuvres d'art, t-shirts, posters, etc. Pour faire fonctionner cette entreprise, nous avons 50 commanditaires payant des frais mensuels, 8 administrateurs, 5 archivistes volontaires, plusieurs employés et des stagiaires en formation peuvent être rencontrés en un jour ordinaire de l'AFU. Les dossiers trouvent leur chemin à l'AFU de nombreuses manières. Depuis le début des années 1990, j'ai voyagé en Grande-Bretagne pour sauvegarder des livres, des dossiers de cas, photographies, magazines, films, attirails tirés des sous-sols et des chambres remplies d'ufologues. Cette photographie montre un tel voyage avec 303 boîtes d'ufologues britanniques avant d'être transportés en Suède. Nous avons maintenant des archives vraiment fortunées, pas seulement à propos des ovnis, mais de tout ce que vous pouvez insérer dans la description. L'inconnu se trouve ici. Je vais vous donner quelques exemples de ce que vous pouvez trouver à l'AFU.
Voici quelques posters des années 1950. De vieux extraits de journaux, des photographies de gens comme celle-ci de Roy et Barbara Winstanley chassant les ovnis dans les années 1960. Des livres sur les fantômes et la parapsychologie, des modèles et des jouets. 17 pièces originales rarement présentées sur cette photographie de George Adamski du 3 septembre 1951. Et d'autres plus célèbres. Le fameux cliché de Stephen Derbyshire, pris à Coniston le 15 février 1954. Des photos parvenues de très loin, bien sûr, comme celle-ci de Sao Paulo du 13 octobre 1968, prise par un adolescent de 15 ans. Et bien sûr, la photo très célèbre d'Almiro Barahona, d'un ovni aperçu au-dessus de l'île de Trinidad en 1958. Ou bien ses reflets de lentilles évidents à Buenos Aires, en Argentine, 1965. Maintenant, concentrons-nous sur un des plus grands mystères d'ovnis de tous les temps, les fusées fantômes. Lorsque le premier signalement diurne fut rapporté le 21 mai 1946, il précéda de nombreuses observations nocturnes. C'était pour être l'année des fusées fantômes. Plus de 1000 signalements en moins d'une année, la plupart investigués par les autorités militaires suédoises. Au début des années 1980, l'AFU a retrouvé des milliers de pages d'archives militaires de Suède. Mais, à ce moment, elles étaient encore classifiées. Rapport d'objets en forme de cigares traversant le ciel une année avant même que le terme de soucoupe volante soit inventé, et une année avant que la discussion sur les visiteurs extraterrestres ne commence. De nos jours, nous avons publié ces documents sur www.ghostrockets.se. Beaucoup d'entre eux sont traduits en anglais. Jetons un regard à ce qui se passait en 1946. Durant 6 mois, des centaines de signalements d'objets en forme de cigares ont afflué de partout en Suède, Norvège, Finlande et quelques-uns du Danemark. Voici quelques photos d'un rapport typique. En juillet 1946, il était désormais impossible pour les militaires de rester assis et de regarder ce déluge de signalements. Un groupe spécial a été formé sous le colonel Dank Jacobsen, qui travaillera durant le reste de l'année à investiguer des centaines de présumées observations. Les Suédois ne furent pas les seuls à montrer de l'intérêt pour les fusées fantômes. Dans cette lettre de l'ambassade britannique à Stockholm au ministère des Affaires étrangères à Londres, il est affirmé qu'un officier britannique, se faisant passer pour un touriste, devrait voyager en Suède et que cela doit rester secret, sauf pour un nombre limité d'officiers de haut rang. Mais les Américains avaient leurs propres canaux et nous avons trouvé des copies de documents à Washington, D.C., montrant qu'ils savaient ce qu'il se passait. Nous savons aussi que le président Truman a été mis au courant des fusées fantômes. 3 jours après que l'équipe des fusées fantômes fut créée, une chose ou un événement très inhabituel s'est produit dans la partie septentrionale de la Suède. Voyons ce qui s'est passé le 19 juillet 1946. Ce jour-là, en 4 lieux différents, 4 fusées fantômes s'écrasèrent dans des lacs. Sheldon Hanson, âgé de 14 ans à ce moment, travaillait dans ce champ avec ses 2 frères et leur père. Dans un champ à proximité, un voisin conduisait une nouvelle machine à récolter. Sheldon Hanson m'a raconté que les 3 garçons prirent une pause alors que la météo était belle et très chaude. Il faisait 24 degrés Celsius et il y avait un ciel bleu dégagé. Regardant vers le sud, ils réalisèrent tous qu'un grand objet s'approchait au-dessus de la cime des arbres, en volant contre le vent. Les garçons demandèrent à leur père qu'il demande aux voisins d'arrêter la moissonneuse afin qu'ils puissent entendre s'il y avait du son qui provenait de l'étrange objet, qui s'était maintenant élevé à une position juste au-dessus d'eux. Mais leur père leur a dit de ne pas déranger le voisin. Durant environ 20 minutes, ils pouvaient voir cet objet métallique tourner tranquillement autour de son axe tandis qu'il traversait tout le ciel avant de disparaître à l'horizon du nord.
Quelques minutes après que Sheldon Hanson perdit de vue l'étrange objet, un garçon de 11 ans était assis au rivage d'un petit lac, 250 km plus au nord. Ce que vous voyez sur cette photographie est une copie d'un article de journal de l'événement. Comme pour tous les témoins auxquels je fais référence, j'ai aussi parlé avec Kurt Larson qui décrit l'événement comme apeurant. Kurt Larson entendit un son comme un grand vent qui tombait du ciel. À l'autre bout du lac, il a vu un objet s'écraser, qui souleva une colonne d'eau de 50 mètres. Il courut vers son père, qui travaillait tout près, criant que le diable était dans le lac. Ils retournèrent ensemble au rivage, mais l'objet avait disparu sous la surface. À 11h45, 15 minutes plus tard, au lac Colmirag, à quelques centaines de kilomètres plus au nord, Knut Lindbäck et quelques autres personnes travaillaient dehors dans les champs, comme de nombreux autres Suédois le faisaient en ce beau jour d'été. De l'autre côté du lac se trouvait un autre témoin, Fridborg Tagbo. Avec de nombreuses autres personnes du village situé près du lac, ils entendirent le son d'une très forte tempête s'approcher d'en haut. Quand ils tournèrent leur attention vers le ciel, ils virent tous un vaisseau allongé en forme de cigare tomber vers le lac. Ce vaisseau gris, qu'ils estimaient avoir 2 mètres de long, avec 2 petites ailes de chaque côté, se déplaçait à une vitesse formidable. Quelques secondes plus tard, un grand splash fut entendu et une colonne d'eau s'éleva dans les airs, suivie aussitôt d'une explosion et d'une énorme colonne d'eau. Les fenêtres vibrèrent et les chiens et les chats coururent s'abriter. Quand Knut Lindbäck se rendit au point d'impact avec son bateau, il pouvait voir des larges nénuphars sectionnés du fond et des pierres et de la boue éjectées sur le rivage. 3h50 plus tard, le même jour, quelques centaines de kilomètres plus au nord, toute une famille entendit un étrange tonnerre se prolonger et ils sortirent de leur petite maison d'été. Oleg Spee, à qui j'ai parlé, avait 17 ans à cette époque et il se souvient d'avoir vu un objet s'écraser dans le lac, se déplacer sous la surface jusqu'à ce qu'il explose à quelques centaines de mètres de l'autre côté de la petite baie. Une large colonne d'eau s'éleva dans les airs, tandis que les buissons et la végétation s'agitaient, secoués par un fort vent. 40 minutes après cela, plus au sud cette fois, une famille prenait un bain de soleil sur les rives du lac Marmon. Anderson me raconta qu'elle entendit un bruit très fort et vit un objet frapper la surface près du rivage. Elle pouvait apercevoir un étrange objet sautiller à la surface de l'eau en laissant une vague derrière elle avant d'exploser avec une colonne d'eau de 20 mètres s'élançant au ciel et quelques secondes après, elle put voir l'eau devenir noire. Un jour, après ces événements, au nord de la Suède, les militaires envoyèrent des investigateurs à l'un des lacs, le lac Colmirag, où la fusée fantôme avait sectionné des nénuphars et éjecté de grandes pierres sur le rivage. 2 experts en radiation furent envoyés de Stockholm puisque l'Institut de recherche de la défense suspectait que l'engin était propulsé au nucléaire et contrôlé à distance. Une semaine plus tard, un radeau fut construit avec un détecteur de métal à bord. Durant 2 semaines de recherche, 35 000 échantillons furent pris du fond marin. Aucune entaille ne fut trouvée sur le site où Knut Lindbäck a vu l'objet s'écraser et exploser. Bien que nous ayons utilisé un détecteur de métal et un dispositif de déminage électrique, rien ne fut trouvé. En 1984, j'ai interviewé Claudius Labacto, l'homme qui dirigea cette expédition au lac Colmirag, et l'homme que vous voyez sur le radeau. Il raconta « Je suspecte que la bombe était manufacturée dans un matériel plus léger, par exemple dans un alliage de magnésium qui s'est probablement désintégré, ce qu'indique la seconde colonne d'eau.
Nous avons bien trouvé le point d'impact dans la boue sur le fond marin en voyant comment les roches et le gravier avaient été éjectés de la couche la plus basse sous eux. Après 6 mois d'investigation et près d'une année de signalement d'étranges objets dans le ciel, le Comité pour les fusées fantômes envoya son rapport au commandant suprême en décembre 1946. Il conclurent à 973 signalements entre le 25 avril et le 29 novembre. 450 de ceux-ci n'étaient pas de nature astronomique. 225 de ceux-ci étaient des objets réels. 42% avaient une forme de cigare sans ailette. 8% avaient une forme de cigare avec ailette. Et, sans impact signalé, tous dans des lacs. L'origine des fusées fantômes n'a jamais été identifiée. La fréquence des signalements de fusées fantômes culmina en 1946, mais les observations de ces objets en forme de cigare ne cessèrent pas aussitôt. Passons maintenant à mon dernier point, une fusée fantôme plus récente. Bo Berg, qui est maintenant directeur des archives militaires suédoises, et sa femme Lise, qui dirige 3 écoles dans la région de Stockholm, faisaient de la randonnée dans le parc national Modus, dans l'extrême nord de la Suède, le 31 juillet 1980. Il était 11h50 et ils s'étaient arrêtés pour une courte halte. La météo était agréable, mais nuageuse. Soudainement, ils entendirent un bruit venant du sud. Un étrange appareil s'approchait d'eux en volant à moins de 100 mètres d'altitude. Quand il passa juste au-dessus d'eux, ils estimèrent sa longueur entre 3 et 5 mètres. Ils suivirent des yeux l'objet qui se dirigeait vers le lac derrière eux, lac Namaya, mais au lieu de traverser le lac, l'objet tourna de 180 degrés et revint vers eux. C'était une forme allongée, avec 2 petites ailes et quelque chose de chaque côté. Bo Berg écrivit dans son journal personnel, à peine 2 heures plus tard, « D'abord, j'ai pensé que c'était un avion, ensuite un missile de croisière, et ensuite un ovni. » Les 2 témoins déconcertés ont pu voir l'étrange engin plonger dans le lac avec un splash et, après quelques secondes, il coula et des bulles d'air remontaient à la surface. Ils décidèrent de retourner à leur véhicule. La voiture était stationnée à quelques heures plus à l'ouest. Revenant de Stockholm, ils apportèrent le signalement à cet homme, Stu Geritich, qui administrait à ce moment un bureau d'investigation des ovnis à l'Institut de recherche de la Défense. Stu Geritich, dont vous pouvez voir ici les notes, vérifia les radars, les avions, hélicoptères et les centres de tir à proximité, mais il ne trouva aucune solution au mystère. Il envoya même un hélicoptère essayer de localiser l'engin, mais l'eau était trop boueuse et rien ne pouvait être discerné. Après cela, l'histoire fut oubliée pour de nombreuses années jusqu'à ce que je trouve les notes de M. Geritich dans les filières. En 2012, UFO Sweden décida de retourner au lac avec les témoins. 32 ans plus âgés, pour préciser le lieu et rechercher l'objet. Des membres et des experts de l'équipe d'UFO Sweden accompagnèrent les témoins. Nous essayons de voir si nous pouvions résoudre une des observations les plus énigmatiques des temps modernes. Le lac est situé au milieu de nulle part. Pour apporter nos 1300 kilos d'équipement et notre personnel dans ce parc national, il nous fallut l'autorisation des autorités et un hélicoptère.
Jag hör den alltså. Hade det varit sandbock då hade det ju varit. Kan du inte ens göra det? Det känns fel. Nous couvrîmes le lac avec un sonore à balayage latéral et après quelques heures, le lac avait été entièrement scanné. Après avoir examiné le champ du sonore, nous envoyâmes des plongeurs le jour suivant, mais ils se butèrent au même problème que dans les lacs où l'écrasement de tant de fusées fantômes a été observé au cours des années. C'était boueux, et ici vous pouvez voir le message d'un des plongeurs aux autres. Merde, c'est impossible de voir. Le fond du lac était couvert de 4 mètres de boue. Un objet coulant dans le lac aurait immédiatement été couvert par la boue. En 2014, nous sommes retournés au lac avec des équipements nous permettant de voir au travers la boue et nous avons recueilli des échos radars intéressants. Ici, vous pouvez voir un large objet enseveli sous la boue. Nous ne savons pas ce que c'est, mais une nouvelle expédition est déjà planifiée. Cette fois, nous irons en hiver avec des motoneiges, examiner au travers la glace et la boue avec le radar tridimensionnel qui peut voir à quoi l'objet ressemble vraiment. Et pour la première fois, nous serons peut-être capables de voir à quoi les fusées fantômes ressemblent, ou s'il s'agit de quelque chose complètement différent reposant là, ou peut-être résoudre une énigme de 60 ans. Avec ce selfie de moi et mon fils Nicolas du rivage du lac Namaya, avec des aurores boréales dans le ciel derrière nous, je vous remercie de votre attention. Nous espérons que notre prochaine expédition à ce lac reculé nous aidera à jeter quelques lumières sur le mystère qui a dérouté les ufologues depuis des décennies. Merci.